Valérie, après l'Atelier des miracles, Pardonnable, impardonnable, un très beau roman polyphonique, effectivement, puisque s'entremêlent donc les voix d'une famille. Alors peut-être, pourquoi ce choix tout d'abord d'un roman polyphonique, d'un type d'écriture en particulier ? Alors, bon, d'abord, bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. Alors, ce roman, enfin, ce mode polyphonique, le roman choral aussi, on appelle ça le roman choral également, c'est pour moi un outil qui est vraiment très... comment dire, que j'adore, qui présente beaucoup d'avantages. Alors le premier, je dirais que c'est qu'il permet de se plonger dans la vie et le point de vue de chaque personnage de manière complètement intime. Autour de ce petit garçon qui fait une chute de vélo, effectivement, vont se regrouper, se retrouver, se précipiter même à l'hôpital, sa grand-mère, son père et sa mère et sa tante. Et ce sont des personnages qui ont des parcours, des histoires très très différentes. Et pour moi, ce mode polyphonique, c'était avant tout de pouvoir me glisser dans leur peau, de telle sorte que chacun vous raconte ce qu'il vivait, le déroulement de l'histoire, le déroulement des événements, à travers ses yeux, avec son cœur et avec son histoire. Et pourquoi c'est important ? Eh bien parce que quand quelque chose se produit, on a son point de vue sur ce qui s'est produit, mais si vous interrogez les autres, eh bien vous aurez des points de vue différents. Et particulièrement quand ce qui se produit, quand l'événement qui se produit est un événement douloureux. J'ai eu un retour sur ce livre de quelqu'un qui a dit quand on lit ce livre, eh bien c'est un petit peu comme quand on assiste à un procès, on se rend compte que on a besoin d'écouter chacun expliquer sa vision des choses et la manière dont les choses se sont déroulées, donc selon son point de vue, pour ensuite se forger son intime conviction. Donc il y a cet aspect-là qui est très important pour moi, de pouvoir vous donner le point de vue de chacun, parce que dans cette histoire, évidemment, comme dans la vie, chacun avance, prend des décisions, a des réactions qu'il pense être les bonnes. C'est-à-dire que tout le monde est plein de bonnes intentions. Même si quelqu'un est brutal, ou même s'il, quand il agit, quand il se positionne, quand il parle, eh bien à chaque fois, lui, il pense bien faire. Il pense qu'il fait tout simplement ce qui doit être fait. Donc il y a ce côté-là qui était très important pour moi, qui était de rendre compte du point de vue de chacun. Et puis il y a aussi le plaisir de créer une forme de suspense, parce que vous suivez un personnage. Et puis, évidemment, vous ne le laissez pas à la fin d'un chapitre n'importe quand. Vous allez le laisser, ce personnage, à un moment où il s'est produit quelque chose de très important. Il est face à un choix, ou il est face à un événement qui vient de se produire qui est inattendu. Enfin, voilà. Donc vous le laissez à un moment clé pour lui. Et vous passez au suivant. Et là, évidemment, si vous avez bien fait votre travail, votre lecteur veut vraiment savoir comment le personnage qu'il a quitté va pouvoir gérer cette situation qui vient de se produire. Donc vous avez hâte de le retrouver. Mais vous avez hâte aussi de retrouver les autres, puisque chacun il va y avoir comme ça un enchaînement. Donc c'est créateur du suspense, et ça c'est très agréable. Et puis en plus, vous jouez avec votre lecteur, puisque comme je le disais, on va développer chaque point de vue, chaque personnalité, chaque histoire, eh bien, vous amenez votre lecteur à former un jugement. C'est-à-dire que vous allez commencer à lire le premier personnage, vous allez entrer dans sa peau, vous allez regarder l'événement avec ses yeux, et vous allez forcément avoir un jugement qui va se former. Vous allez trouver que ce personnage est plus ou moins bien, que vous allez avoir envie de l'aimer ou de le détester. Et puis, l'autre va arriver et va vous donner un autre fragment de l'histoire que le premier ne vous avait pas donné.
Et donc là, vous allez devoir réviser nuancer votre jugement. Et donc ça, c'est aussi le plaisir du roman choral, qui est d'explorer quelque chose qui fait partie de nos vies. C'est que effectivement, quand on arrive à tourner autour d'un événement, d'une situation, eh bien, on s'aperçoit parfois que on a bien fait de se déplacer parce qu'on a jugé un peu trop vite, ou voilà, Donc c'est tous ces éléments-là qui font que j'aime utiliser le roman polyphonique. C'est un peu compliqué parce que c'est une structure assez ambitieuse. Il faut faire avancer l'histoire. Là, quand vous lisez ce roman, il y a ce petit garçon qui a cette chute de vélo. Il est transporté à l'hôpital. Et puis, à partir de là, eh bien, tour à tour, chacun parle. Et donc, il faut faire avancer. Parce qu'il y a ce fil rouge qui est: est-ce que ce petit garçon va s'en sortir? Comment donc, voilà, il faut à la fois avancer dans l'histoire, dans le temps, chronologiquement, et en même temps, de manière profonde, entrer dans la vie de chacun, dans la mémoire de ce qu'il a vécu, dans son passé, dans tout ce qu'il a constitué. Donc c'est vraiment un travail sur 2 axes. Est-ce que c'est pas une façon aussi de nous dire que l'intérêt d'une narration, et donc l'intérêt de la vie, puisqu'il y a un système d'écho, bien sûr, c'est l'ambiguïté des êtres, l'ambiguïté des situations, que toute certitude définitive nous est interdite? Oui, ça c'est très important, évidemment, et effectivement, c'est ce qu'on va découvrir avec ces personnages, c'est qu'il n'y a pas de bon et de méchant. Il y a des choses que, selon les cas, vous allez estimer pardonnable, impardonnable, et en fin de compte, si vous en parlez avec votre voisin, vous verrez que ce sera très souvent pas les mêmes choses, puisque ça dépend de votre itinéraire, de votre histoire. Mais ce qui est certain, c'est que tous ces personnages ont bon, j'aime pas beaucoup cette expression, la part d'ombre et de lumière, parce qu'elle est un peu cliché, mais elle est assez juste dans cette histoire, parce que chacun d'entre eux a des choses à pardonner aux autres, mais aussi à se pardonner. Alors le premier que l'on découvre, enfin les 2 premiers que l'on découvre dans le prologue, c'est Milo et Marguerite, qui tous 2 ont un statut particulier dans cette famille. On peut peut-être commencer par parler de Milo, ce petit garçon d'une 12aine d'années, sur les épaules de qui repose, je dirais, la pesanteur et en même temps la grâce d'un couple. Oui, alors Milo, Milo, c'est par lui que tout arrive, et c'est par sa chute que tout arrive. J'ai l'habitude de dire que Milo et la chute de Milo, c'est à la fois la cause et la conséquence. C'est la cause de l'éclatement de cette famille, puisque dès lors qu'il va chuter, chacun va chercher à comprendre pourquoi, justement, enfin, va chercher un coupable. Parce qu'il faut bien dire que Milo n'aurait pas dû se trouver sur cette route ce jour-là avec sa tante. Il n'aurait pas dû faire du vélo. Donc, chacun va chercher à expliquer pourquoi, comment c'est arrivé et qui est responsable. Donc, la chute, c'est l'éclatement de la famille, mais c'est aussi, et ce petit garçon, c'est aussi ce qui va permettre à la famille de se reconstruire une fois l'éclatement passé, parce que c'est la force de cette famille, c'est lui, c'est-à-dire que c'est l'amour, c'est le point commun. Le point commun, c'est l'amour que chacun porte à ce petit garçon. C'est la seule chose qu'ils ont réellement en commun, les uns et les autres, ils l'aiment tous. Et c'est aussi la conséquence. Pourquoi ? Parce que en lisant ce livre, on va découvrir que si Milo chute ce jour-là, cet été-là, pendant ses vacances, eh bien, c'est à la suite d'un enchaînement, d'une cascade d'événements, de décisions, qui remontent des décennies à des décennies avant. Et eh bien, c'est le dysfonctionnement de la famille entière qui a mené à cette chute. C'est pour ça que, je crois que dans la 4e de couvre, il est écrit « Chacun cherche le coupable, mais personne n'est innocent ». Et personne n'est innocent. Mais c'est justement
parce ça, on le sait pas. Enfin, ça, c'est ce que vous allez découvrir en lisant le livre, puisque chacun va livrer sous le choc, dans l'état d'anxiété. On sait tous que lorsqu'on est très très inquiet ou lorsqu'on est très en colère, eh bien, on lâche des choses, et cette chute va permettre aux mensonges, aux non-dits, aux conflits larvés d'éclater. Tout va exploser en même temps que ce petit garçon sur cette route. Qui me semble aussi très intéressant, autant pour Milo que pour Marguerite, c'est la manière dont vous montrez que la première désignation que l'on peut affecter aux êtres n'est pas nécessairement la bonne. C'est-à-dire que Milo est chargé une première fois par sa naissance de réparer ce couple, de réparer cette famille, parce que le couple a perdu quelques années. Voilà. Hein, et faut pas tout dire. Non, c'est juste le début. Là, je crois que j'ai rien révélé du tout. C'est juste le début. Je dis rien d'autre. Rien. Mais il y a cette manière de dire, attention, une famille assigne une place, et en même temps... Ah bah, ça c'est clair, et ça enfin, moi j'étais... Enfin, c'est quelque chose qui me fascine aussi dans l'observation des familles, à commencer par la mienne. Hein. C'est effectivement qu'on est conditionné par un positionnement qu'on a très tôt. Et ce positionnement qu'on a en naissant vient lui-même souvent de générations bien plus lointaines. Et là, en l'occurrence, ce qu'on va comprendre tout de suite dans le livre, donc ça, on peut vraiment le dire, parce que mais je comprends que ce soit difficile de ne pas lâcher des choses, qu'il y en a aussi beaucoup. Mais ce qu'on comprend tout de suite dans ce livre, parce que c'est dans le premier chapitre, c'est que vous avez donc la grand-mère. La grand-mère a donc eu 2 filles, la maman de Milo et Marguerite, qui fait du vélo avec Milo. Dès le premier chapitre, il y a 2 choses que vous savez qui vous montrent le climat, c'est qu'il y a déjà 2 mensonges, puisque deux choses qui ne sont pas conformes à ce qu'elles devraient être, 2 situations, puisque Milo ne devrait pas être sur cette route. Il est censé être en train de faire ses devoirs avec sa tante à la maison, d'une part. Et d'autre part, ses parents qu'on rencontre avec sa grand-mère dans le premier chapitre, puisque la scène de chute, c'est un prologue. Donc dans le premier chapitre, c'est Céleste qui parle, sa maman. Et donc quand on rencontre ses parents qui sont avec sa grand-mère, eh bien ils sont chez le notaire. Et... ça, ils l'ont pas dit à Milo et à Marguerite. Ils leur ont menti. Ils ont dit qu'ils allaient choisir un nouveau carrelage pour leur piscine. Et pourquoi ils l'ont pas dit? Parce que la grand-mère, donc Jeanne, est en train de faire la donation de cette maison à sa fille aînée, et ne veut pas que sa fille cadette soit au courant. Et donc, d'emblée, on va savoir dans les premières pages que cette femme, eh bien, aime une de ses filles et n'aime pas l'autre. Et quand vous disiez tout à l'heure que ce positionnement qu'on a quand on est pratiquement, enfin, dès la naissance, ou très tôt, souvent, on est positionné dans notre famille, et ça, je pense qu'on le vit tous, eh bien, ça va influer sur la structure familiale en se ramifiant, et ça peut aller très très loin, et ça va aller très loin dans l'espace et dans le temps. Et là, en l'occurrence, effectivement, le fait que, enfin, cette situation-là, s'il y a une fille qui est aimée et l'autre qui ne l'est pas, c'est la base, ça va être la base de tous les dysfonctionnements de cette famille. Parce qu'autour de ça, tout le monde va devoir se positionner. Et à commencer évidemment par Céleste, la mère, et la sœur aînée, qui, elle, est très aimée. Parce qu'on parle souvent de l'enfant qui n'est pas aimé. C'est un thème assez récurrent, et c'est vrai que c'est un beau thème, parce que c'est beaucoup de souffrance de ne pas recevoir assez d'amour de ses parents, voire pas d'amour du tout de ses parents. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est de se pencher sur celui qui est aimé, sur l'enfant préféré. Parce que être aimé alors que l'autre ne l'est pas, n'est pas une chose facile. Et ça entraîne une forme de culpabilité très importante qui va conditionner aussi une personnalité. Et voilà, donc tous ces personnages, effectivement, sont structurés très tôt. Enfin, en fait, ils sont déstructurés très tôt, mais de manière très, très puissante.
L'autre élément aussi qui peut structurer une famille et qui peut déterminer le lien parent-enfant, c'est aussi le positionnement social, soit que l'on peut chercher à conserver, soit auquel on peut chercher à échapper, comme Lino. Oui, alors Lino, ça m'intéressait aussi beaucoup d'observer ça de plus près. Effectivement, il est originaire d'un milieu très populaire, puisqu'il vient d'une famille d'ouvriers, puis d'ouvriers vraiment qui travaillent à l'usine durement et qui souffrent beaucoup et dans des conditions difficiles. Donc, c'est un enfant qui a vécu la condition sociale de ses parents comme une humiliation permanente. Il a vu son père être humilié ou sa mère être humiliée parce que tout leur était refusé. Voilà, ils sont et lui, en fait, a cette obsession très tôt, parce que ça va aller jusqu'à la mort de son père, hein, cette condition très difficile socialement, et cette vie très difficile et très pénible et très usante. Et donc, très tôt, lui va décider, au contraire de ses frères et sœurs qui, eux, restent dans leur environnement, va décider d'échapper à cette condition sociale. Et donc, il va travailler extrêmement dur à l'école, ça va lui coûter beaucoup d'ailleurs, mais il va réussir à aller relativement loin dans les études, et puis il va devenir cadre supérieur, et il va rencontrer Céleste. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir combien il est difficile de changer de condition sociale. C'est-à-dire que ce passage-là, pour lui, au lieu d'être une libération, va être une nouvelle souffrance. Puisqu'en fait, sa famille d'origine va lui en vouloir, quelque part. Elle va lui en vouloir, comme si c'était à nouveau une humiliation qu'elle subissait. Et d'ailleurs, quand il va offrir des cadeaux à Noël à ses neveux ou à ses nièces, ça va être très très mal vécu. Ses frères et sœurs vont dire: mais tu crois qu'on n'est pas capable d'offrir un vélo à nos enfants? C'est-à-dire que ça va être très très mal interprété, son aisance, son évolution sociale va être très mal vécue comme presque une trahison. Et d'un autre côté, son arrivée dans son nouveau milieu social ne se fait pas tellement mieux, puisque sa belle-mère ne l'accepte pas, ne le reconnaît pas, parce que pour elle, il reste un fils d'ouvrier, qu'elle a un tel amour toxique, hein, une telle fascination pour sa fille aînée, qu'elle estime que sa fille méritait un bien meilleur parti. Ça l'intéresse pas de savoir, elle parle pas d'amour quand elle regarde le couple de sa fille. Elle parle de qu'est-ce que ma fille mérite mieux. Voilà. Et donc, cet homme se trouve pris entre deux milieux sociaux, mais ne se sent à sa place ni dans l'un, ni dans l'autre. Et évidemment, ça va conditionner, donc on reparle à nouveau de conditionnement, puisque ça va conditionner son attitude vis-à-vis de tous, et notamment vis-à-vis de son fils. Parce qu'il pense, lui, ce qu'il va ressentir, c'est que donc il n'est pas allé assez loin. Donc il faut aller plus loin encore. Donc il faut que son fils travaille encore plus et qu'il soit encore meilleur à l'école et qu'il monte encore plus dans l'échelle sociale, puisque lui, là où il est arrivé, apparemment, ça n'a pas suffi. Et évidemment que dans ce chemin qu'il va parcourir, parce que tous ont un chemin à parcourir et tous ont quelque chose à apprendre de cette chute, il va apprendre à réviser son opinion et à comprendre qu'il n'est pas dans le bon combat et que c'est pas ça qu'il doit transmettre à son enfant. Et ça, il va l'apprendre, mais ça va avoir un prix. Il me semble que votre roman pose la question de la liberté par rapport à la famille. Sommes-nous vraiment libres? Et si on arrive à acquérir une forme de liberté, à quel moment et comment et à quel prix? Je crois que le comment, c'est par la prise de conscience. Et à quel prix? Il y a souvent un prix à payer, parce que la prise de conscience s'effectue rarement de manière naturelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un événement qui vienne bousculer le jeu, qui nous oblige à redistribuer les cartes, à voir les choses différemment. Là, c'est la chute de cet enfant qui va obliger qui va amener les membres de cette famille à parler, et donc à faire éclater les bulles de malentendus, de non-dits, et donc chacun va pouvoir prendre conscience de ce à quoi il tient lui. Et quand je dis à quoi il tient, c'est pas ce qui est important pour lui, mais enfin c'est aussi ça d'ailleurs, mais c'est à
à quoi il tient quand on dit ça tient à peu de choses, quoi. Ce sur quoi il repose, en fait, les failles ou les vides ou les manques sur lesquels il repose, et surtout les interactions et tout ce que ses propres actes, toutes ses propres décisions ont pu entraîner dans la vie des autres membres de la famille. Et je pense qu'en effet, on pense avoir notre libre arbitre, mais en fait, on est quand même très conditionné. Le temps qu'on n'a pas eu cette prise de conscience, on est quand même très conditionné par ce que notre famille. Mais ça peut être parfois, enfin, je veux dire, c'est pas forcément négatif. Hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir une vie qui est très épanouie, très réussie, parce que les conditions de fonctionnement de notre famille nous ont permis cet épanouissement. Mais en tout cas, la plupart du temps, nos freins, nos blessures, nos difficultés, les épreuves qu'on va avoir à surmonter, les obstacles, ils vont venir aussi de qui nous sommes. Et qui nous sommes, eh bien, c'est beaucoup défini par les autres, enfin par cette famille. Vous évoquiez tout à l'heure la dimension du tribunal contenue dans l'image du roman choral. Je me demandais si la famille n'est pas le tribunal permanent où la relativité du bien et du mal est toujours posée au nom de l'amour que l'on se porte. Certainement, mais c'est un tribunal qui est extrêmement biaisé parce que peu de gens disent la vérité. Donc c'est le tribunal sans le... je le jure. Ou alors il y a des doigts qui sont croisés derrière, mais donc c'est vrai, mais c'est la plupart du temps c'est voilà, on ne se dit sans doute pas assez les choses parce qu'on se dit que comme beaucoup se disent dans cette histoire à un certain stade de leur vie que toute vérité n'est pas bonne à dire, pourquoi remuer le passé, pourquoi. Et puis, le problème, c'est que ça les a enfermés, vraiment, ça les a mis en cage d'une certaine manière. Le thème du mensonge, justement, c'est un thème qui vous intéresse et qui traverse là ici tout le roman, avec justement là encore une ambiguïté, le mensonge que l'on pense maîtriser, puis le mensonge qui vous échappe, qui au fond structure peut-être encore davantage la famille. Oui, parce que là encore, on en revient à... On essaye de faire, chacun d'entre nous, quand il agit, en permanence se dit qu'il fait au mieux. Voilà, donc il essaie de faire... personne ne se dit, là, ce que je suis en train de faire, c'est une vraie saloperie, ou c'est vraiment complètement idiot, ou c'est... Non, on se dit toujours, parfois on n'est pas très fier de ce qu'on fait, mais on se dit, c'est parce que je ne peux pas faire autrement. Voilà, donc, et effectivement, c'est parce que avec ce qu'on a entre les mains, dans une situation donnée, on se dit que il faudrait que je traite cette personne différemment, mais là je vois pas comment je peux faire autrement. Donc on est toujours amené à on fait ce qu'on peut, et dans ce cadre-là, bien sûr que le mensonge traverse nos vies. Et il y a effectivement le mensonge qu'on construit avec un objectif, avec une stratégie, mais il y a beaucoup de mensonges qui sont, alors que ce soit par omission ou non, hein, mais et qui sont des mensonges réflexes, en fait. On fait au mieux, donc on ment. On travestit la réalité, parce qu'on pense que l'autre ne pourra pas supporter d'entendre les choses comme ça, ou parce que, on pense que c'est mieux. Donc on ment. Et le problème, c'est, alors là, on revient par contre à la question de l'angle, c'est qu'on décide aussi de ce que l'autre... On ment parce qu'on décide de ce que l'autre... a besoin, est capable d'entendre. C'est-à-dire qu'on pense en permanence aussi pour les autres. Alors que là, ce qui se passe, c'est que vous voyez tous ces gens qui ont affaire avec ces attitudes-là, à faire des choix, à mentir, pas mentir, dire jusqu'à quel point beaucoup mentent pour protéger, hein. Pour se protéger parfois, mais beaucoup mentent. Il y a plusieurs cas où vraiment on ment parce qu'on se dit c'est mieux pour tout le monde. Et en fait, c'est pire, parce que ça consolide ces dysfonctionnements et ça développe le pourrissement. Parce qu'en fait, chacun ressent que quelque chose ne va pas. Enfin, quand on vous ment en général, enfin souvent on sent qu'il y a quelque chose qui cloche, mais comme on ne sait pas quoi, puis on pense pas forcément au mensonge, donc on va attribuer ça à autre chose. Et puis voilà, du coup, on n'avance pas comme on aurait avancé autrement. Le mensonge pour protéger, c'est aussi une des caractéristiques du mensonge maternel, et vous vous intéressez beaucoup. On a parlé au lien
père-fils, mais vous vous intéressez beaucoup au lien mère-enfant, mère-fille ou mère-fils. Il y a deux personnages de mère dans ce roman. Jeanne, Jean, on saura un jour pourquoi, appelons-la Jeanne, donc la mère de Céleste et Marguerite, et Céleste elle-même, la maman de Milo. Et 2-3 fois revient l'expression problème de mère. Vous avez eu envie d'interroger justement tout ce qui n'était pas forcément évident dans la relation mère-enfant. Oui, c'était intéressant d'interroger cette question de l'amour maternel qui n'est pas en fait reliée à un bouton on-off. C'est-à-dire qu'il y a des mères qui aiment immédiatement leur enfant, mais il y en a d'autres qui ont du mal. Et en fait, l'amour maternel ne se décrète pas. Or, pour l'enfant, c'est quelque chose qu'il est très difficile de comprendre. Sauf peut-être le jour où cet enfant devient parent lui-même. Mais c'est très difficile de comprendre. Alors, c'est vrai qu'une majorité des mères, en mettant au monde un enfant, donc quand c'est un enfant qu'on met au monde, parce qu'après il y a les enfants qu'on ne met pas au monde, qu'on adopte. Mais restons sur le cas des mères qui mettent un enfant au monde, puisque c'est le cas de ces personnages. C'est vrai qu'il y a une majorité de mères qui vont avoir une sorte de réflexe, d'amour réflexe. Voilà, il vient de moi, il sort de mon corps, je l'aime. Mais il y a une partie absolument pas négligeable de mères qui ont besoin de faire l'apprentissage, et ça on le sait, de cet amour. Parce que justement, c'est tout d'un coup quelque chose de très étrange pour elles. Et bon. Donc quand en plus les conditions de la conception sont complexes, c'est-à-dire quand le lien au père est compliqué, quand ça rend les choses encore plus fragiles. Et oui, j'avais envie de regarder ça des deux côtés, c'est-à-dire voir comment une mère peut vivre le fait d'aimer, mais aussi le fait de ne pas aimer, parce que cette mère, Jeanne, la grand-mère donc, n'aime pas sa deuxième fille, mais il ne faut pas croire que ça la préoccupe pas. Ça la préoccupe. Parce qu'elle depuis toujours, elle sent bien que... d'ailleurs, très vite, elle le dit, c'est confusément... Elle sait, elle se dit c'est pas normal, il faudrait que je l'aime. En plus, elle reconnaît même quand elle est seule face à elle-même, elle se dit bon, cet enfant est complètement innocent et souffre. Donc elle reconnaît ça, mais en même temps, au niveau émotionnel, ça reste complètement à zéro. C'est-à-dire et elle dit bon, oui, je vois ça, je comprends cette situation, mais non, je peux pas. Elle, non seulement elle ne l'aime pas, mais sa deuxième fille, c'est pire que c'est même pas un manque d'amour, c'est que elle l'insupporte en fait. Elle n'a pas envie de voir cet enfant. Alors ça m'intéressait de regarder cette relation-là du côté de la mère, et ça m'intéressait évidemment du côté de l'enfant, de voir comment un enfant réussit à la fois à lui aussi, comment cet enfant peut vivre ce fait de cette forme de contradiction. C'est ma mère, elle m'a mise au monde, mais pourtant elle ne m'aime pas. Mais pourtant toute la littérature ou tout l'environnement ambiant me dit que normalement une mère doit aimer son enfant. Donc pourquoi ? Donc est-ce que ça vient de moi ? Parce que forcément c'est une... Et c'est intéressant aussi de voir du coup le point de vue de la sœur sur cet amour qui a été tellement naturel pour elle, mais qui ne l'est pas pour sa sœur. Mais pourquoi ? Donc là encore, c'est beaucoup de choses à explorer, beaucoup de sentiments à explorer. Et on rejoint là un autre thème, celui du bouc émissaire, que nombre de familles se créent consciemment ou pas pour exister, et vous montrer en outre que ce ne sont pas toujours les clés de voûte les plus évidentes qui sont les plus fortes, les plus structurantes dans la famille, mais qu'il peut y avoir un aller-retour justement entre la structure du bouc émissaire, celui qui porte la faute de la famille, la culpabilité, etc., et puis en réalité celui qui en détermine aussi un des arcs de voûte. J'ai du mal à commenter parce que je trouve que votre question est
est un peu... ce que vous avez dit, en gros, est très bien. Mais... Non, ce que je voulais dire, c'est que peut-être vous demandez si il y avait un travail d'élaboration totalement conscient, ou bien si c'est quelque chose de votre part quand vous construisez cette trame narrative, ou bien si c'est quelque chose qui se met en place progressivement par un petit peu la magie des personnages, des situations, ou bien s'il y a là encore un cheminement vraiment personnel autour de ces ambiguïtés. Mais je pense, alors moi je l'ai pas, c'est pas quelque chose que j'ai réfléchi au moment d'écrire, mais je pense que c'est assez logique que finalement le bouc émissaire soit aussi la clé de voûte. Là encore, on revient toujours à la cause et la conséquence. Quand le point clé, il est clé dans la partie sombre et dans la partie lumineuse, dans la partie voilà. Et donc effectivement, c'est intéressant de voir que celui qui va subir centralement les foudres des autres, qui va est aussi celui qui peut faire bouger les lignes en fait. Mais je pense qu'il y a une certaine logique, parce que justement, ça veut dire que ce personnage-là, cette personne-là, concentre vraiment tout ce qui doit bouger pour que cette famille aille mieux, et justement concentré sur ce personnage. Quand vous avez commencé à écrire ce roman, vous étiez parti avec une intention vraiment précise, je vais montrer tel aspect de la famille, ou bien est-ce qu'il y a des choses qui s'installent, qui se mettent en place parce que voilà, les personnages... Alors, j'avais une intention très précise qui était quand même de travailler sur le pardon. Parce que mes livres, d'une manière générale, j'écris sur l'être humain et sur sa manière d'avancer dans sa vie et de se reconstruire ou de se réparer. Donc là, le pardon m'intéressait. Je trouve que c'est un outil de libération absolument prodigieux, mais je suis consciente aussi que c'est un outil qu'il est très difficile de saisir. Et donc j'avais vraiment décidé de travailler, d'écrire sur le pardon, d'où la structure en fait de ce livre, puisque ce livre il est structuré en 5 grandes parties, qui sont les 5 grands temps que j'ai pu identifier comme étant des étapes pratiquement incontournables sur le chemin du pardon, et que d'ailleurs certaines personnes n'arrivent pas, tout le monde un certain nombre de gens s'engagent dans ces étapes et restent bloqués à une ou à l'autre. Mais bon, pour arriver au pardon, à envisager le pardon, et là je parle bien donc du pardon, pas seulement de pardonner aux autres, mais aussi de se pardonner à soi-même. Il me semblait que ces 5 grandes étapes étaient nécessaires, donc on peut en dire un mot. La première, c'est le temps de la colère. Donc quand le choc se produit, là, cet accident de vélo a lieu, donc on est en colère contre la vie, contre le destin, et puis très vite on cherche un coupable, et donc le deuxième temps arrive, là qui peut durer plus longtemps, qui est le temps de la haine, où on a identifié ce coupable et on le hait. Et puisque c'est le responsable de nos souffrances, de notre malheur, de ce qui s'est produit. Et cette haine, eh bien, quand elle se cristallise, elle nous amène au désir de vengeance et de revanche. Donc c'est le 3e temps. Et dans le livre, donc c'est le temps de la vengeance. Et évidemment, là, on est dans une famille, donc c'est le temps du règlement de compte. C'est le moment où chacun éprouve le besoin de punir, de blesser, puisqu'il a été blessé, il est dans la haine. Maintenant, il a envie de blesser à son tour. Et que se passe-t-il? Et ça, certainement, vous l'avez éprouvé déjà au cours de votre vie, c'est qu'on le sait, c'est que la vengeance ne résout rien. Elle empire, elle fait empirer la situation, puisque non seulement elle ne répare évidemment pas le passé, puisque le passé est le passé, donc on ne peut pas revenir et changer quoi que ce soit, la vengeance ne peut rien changer, ne peut rien modifier au passé, mais en plus, elle crée un nouveau drame, en fait. Elle crée une nouvelle, donc elle crée à nouveau les conditions de la souffrance, de la culpabilité, et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est une aggravation. Et quand on fait ce constat-là, une fois que la vengeance est exercée et qu'elle a fait plus de mal encore, eh bien c'est le temps de l'amertume. C'est le moment où on prend conscience que
tout ça nous a menés là. Et en fait, c'est pas du tout là où on veut être. Parce que là, on va encore plus mal qu'avant. Et ce temps-là, c'est un temps extrêmement, malgré son nom, c'est un temps extrêmement positif, parce que c'est le moment où on peut commencer à envisager le pardon, parce qu'on commence à comprendre que le pardon va nous libérer. Et donc, je voulais vraiment travailler sur ce chemin-là, pour montrer à la fois chacun des personnages, enfin comment chacun des personnages allait lui-même s'engager sur ce chemin-là, faire ce chemin, c'est-à-dire donc devoir comprendre, tout passer par ces étapes, et comprendre et grandir, et comment chacun allait grandir, comment chacun allait apprendre de ce chemin-là. Et puis j'avais envie aussi, c'était très intéressant pour moi de les utiliser par temps, parce que c'est aussi un climat général qui s'abat sur la famille, l'accident, la colère s'abat sur la famille, puis la haine s'abat sur la famille, puis le désir de vengeance s'abat sur la famille, puis l'amertume s'abat sur la famille, et ensuite la compréhension et l'envie de libération vient, et là, c'est le temps du pardon. Donc, pour revenir à la question d'origine, c'était ça mon objectif, et ça, dès le départ, je le savais. Ensuite, comme pour tous mes autres livres, en fait, j'ai vu la scène de départ, j'ai su que mes personnages étaient là, et puis j'ai passé du temps avec eux, et ensuite, j'ai commencé à écrire. J'ai immédiatement su que ça devait être un roman choral, parce que j'étais dans un écosystème qui était celui de la famille. Je ne pouvais pas prendre... j'avais vraiment pas envie de le faire, surtout pas sur le pardon. J'allais pas prendre le point de vue d'une personne. Non, j'allais le prendre, oui, mais j'allais prendre aussi celui des autres. Et donc chacun, et comme je le disais tout à l'heure, chacun, et comme nous tous, enfin, je pense qu'on a tous à pardonner, mais on a tous aussi quelque chose à se pardonner. Et donc c'était ça, c'était d'emblée, oui, j'étais partie là-dessus. Après, la manière dont chaque vie se déploie, les anecdotes que chacun va raconter, qui vont rendre vivant chaque personnage, comment, oui, la complicité si forte qui unit ces deux, Milo et Marguerite, qui est tellement importante dans ce roman, puisque Marguerite est un être égaré, et cette complicité avec cet enfant la sauve en fait, et la maintient hors de l'eau. Et quand je raconte, je regarde Albéric de Bidran, parce que je sais qu'il a aimé ce moment, que Marguerite et Milo se donnent rendez-vous dans leurs rêves. Quand ils se séparent le soir, ils décident qu'ils se retrouveront à tel endroit dans leurs rêves. Ils se décrivent ça. Bon, tout ça, c'est les choses qui arrivent. Elles sont inscrites dans les personnages, donc mais elles arrivent au fil de l'écriture, évidemment. Est-ce qu'on peut tout pardonner ? Alors ça, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre, puisque le pardon, c'est un acte ou un engagement totalement individuel qui concerne deux personnes, celui qui a blessé et celui qui a été blessé. Donc en fait, il y a beaucoup de hors-sujets sur le pardon. D'abord, il y a une grande confusion qu'on fait tous quotidiennement, c'est-à-dire qu'on parle de choses à pardonner alors qu'en fait, c'est des choses qui sont excusables ou non excusables. Le pardon, si on y pense un tout petit peu plus avant, ne concerne que ce qui est impardonnable, c'est-à-dire ce qui semble impardonnable, sinon c'est de l'excuse. Donc le pardon, il concerne des choses qui vont vraiment aller loin et vous faire mal, très mal. Mais c'est cette relation très intime. Donc pour moi, il n'y a pas de pardon collectif, et on ne peut pas pardonner. Donc on peut pas, par exemple, bon, aujourd'hui on vit des événements beaucoup ont parlé de pardon, et la une de Charlie Hebdo, c'était tout est pardonné. Bon, mais en réalité, bon, on a eu aussi beaucoup de... il y a eu beaucoup de débats sur doit-on pardonner aux Allemands après la Seconde Guerre, ou bon. En fait, pour moi, on est complètement hors sujet. Et d'ailleurs, il y a un bon nombre de philosophes qui s'accordent là-dessus. C'est-à-dire que, en réalité, non, de quel droit je vais dire ces terroristes sont pardonnables ou impardonnables ? C'est pas le sujet.
c'est inacceptable, c'est intolérable, c'est tout ce qu'on veut, mais moi je n'ai pas à leur pardonner et eux n'ont pas à être pardonnés par moi. Donc, pas de pardon collectif et pas de vision. Alors le deuxième niveau, donc pas de vision générale sur ce qui est pardonnable ou impardonnable dans le cadre d'un lien individuel, parce que nous n'avons pas le même vécu, nous n'avons pas la même tolérance à certaines choses. Et donc, ça c'est très intéressant de voir. Le livre est sorti il y a très peu de temps, mais j'ai déjà beaucoup de retours de lecture. Et pour moi, c'est vraiment passionnant de voir combien les avis sont multiples. C'est-à-dire que certains trouvent que certaines choses sont pardonnables et d'autres pas du tout. Et là, bon, on va voir que dans le livre, certaines sont pardonnées, d'autres pas, ou peut-être pas encore. Voilà. Mais c'est vraiment quelque chose, c'est une position individuelle. Et je pense que si on prend tous les gens qui sont ici ce soir et qu'on leur demandait, on les mettait face à un point particulier, en imaginant que ce soit produit dans leur famille, ils auraient certainement, le curseur serait placé à des endroits très différents. On en revient donc toujours aussi à ce qui nous détermine et qui conditionne aussi ce qu'on va juger pardonnable ou impardonnable. Mais là, c'est une question peut-être un petit peu plus personnelle, même si elle intéresse aussi la romancière. Est-ce qu'il y a une qualité particulière qui permet à certains de pardonner plus facilement ? Je pense que quand on est bienveillant, on pardonne plus facilement, en effet. Mais oui et non quand même, parce que, comme je le disais, le propre du pardon, c'est qu'il demande du temps. Alors, effectivement, peut-être que quelqu'un qui a une nature particulièrement bienveillante, et attention, donc comme je le disais tout à l'heure, on parle bien de choses pardonnables et pas excusables, parce que la personne bienveillante, elle excuse pratiquement tout et très vite. Donc ça, c'est très pratique d'avoir une personne bienveillante dans son entourage. Mais pour ce qui est pardonnable, je pense que dans tous les cas de figure, il faut du temps. Moi, aujourd'hui, si je me suis intéressée à ce thème, je pense qu'on peut l'imaginer, parce que justement, j'ai pardonné. Mais si demain, quelque chose se produit de nouveau, de très brutal, de très violent dans ma vie, je suis donc capable de pardon, puisque j'ai pardonné, des choses qui n'étaient pas faciles à pardonner. Mais est-ce que demain, c'est quelque chose je serais capable de pardonner après-demain ? C'est sûr que non. C'est sûr que non. Voilà. Et puis, évidemment, ça, il faut bien sûr remettre aussi toutes les discussions sur le pardon. Je pense nécessite de rappeler aussi que pardonner n'est pas oublié et n'est pas justifié. Voilà. C'était ma question, effectivement, suivante, le lien avec la mémoire et l'oubli. Est-ce qu'il y a une question parmi vous ? Non. Personne n'a de questions à poser ? J'aurais encore une question à vous poser. Question ou réflexion, hein ? Oui. Mais j'aurais peut-être rajouté, quand vous parlez des 5 positions sur le pardon, je suis assez d'accord avec les 2 premières, mais il y a quand même une question qui se pose à un moment, et qui ne va pas jusqu'à la 5e, justement, c'est l'amour de quelqu'un. Que l'amour nous aide aussi à pardonner. Par exemple, dans une famille, que ce soit un enfant, un mari ou une mère, s'il y a une chose très très grave qui se passe, il y a la colère, il y a la haine, mais après, l'élément amour peut aider à pardonner plus vite. Enfin, moi, c'est oui, mais c'est pas un temps. Justement, pour moi, c'est pas un temps. C'est pas un temps. C'est pas un temps sur un chemin. C'est que l'amour, s'il est là, effectivement, va faire que ce chemin va se raccourcir. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'on peut le voir, et va faire aussi que, par exemple, la vengeance ne sera pas exécutée. Exactement. Et que ça restera oui, mais ça peut rester, enfin, elle peut ne pas être exécutée, et vous verrez que dans le livre il y a beaucoup de choses autour de ça, mais il y a quand même le désir de vengeance. Il y a ce dont on rêve, on a envie, on en a envie de se venger, mais on va pas l'exécuter. Et ça, l'amour, évidemment, et la capacité d'amour va jouer un rôle. C'est vrai. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est plus transversal. Voilà, c'est pas sur ce chemin qui est plus des étapes
qui sont pratiquement incontournables sur des choses vraiment impardonnables, ce qui sont pratiquement incontournables. Et d'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, c'est que parce que j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup lu sur, je me suis pas basée que sur ma propre expérience, mais j'ai beaucoup écouté, beaucoup lu des témoignages de gens justement qui avaient pardonné ou qui n'avaient pas pardonné. Sur des faits qui étaient souvent extrêmement durs. Et j'ai observé qu'un certain nombre de gens s'arrêtent au troisième stade, qui est donc celui du désir de vengeance, sans toutefois l'exécuter. Et donc c'est un mélange de haine, ils sont entre le deuxième et le troisième, je dirais, parce qu'en fait ils quittent jamais totalement la haine, mais ils ont ce désir de vengeance, et c'est un moteur. C'est-à-dire c'est le moteur qui leur permet de survivre, mais c'est une survie. C'est ça qui est très triste, c'est que évidemment ces gens-là, ils se lèvent le matin en pensant à cette personne qu'ils haïssent parce qu'ils ont tué leur enfant, il a tué leur enfant, et ils vivent dans cette haine et dans ce désir de vengeance qu'ils ne peuvent pas assouvir, parce qu'en même temps ça reste des gens qui vont se raisonner en disant que voilà, on n'est pas des barbares et je vais pas aller tuer cet homme, ou je vais pas mais du coup donc c'est ce qui quelque part leur permet de vivre, parce que on leur a enlevé leur raison de vivre, mais en même temps c'est une survie, et c'est très intéressant. J'ai pu assister à des confrontations entre des gens qui avaient subi le même type de perte, qui était celle d'un enfant dans des conditions très violentes, celui qui a pardonné et celui qui n'a pas pardonné. Et c'est intéressant de voir que celui qui n'a pas pardonné prend conscience, en écoutant l'autre, de l'enfermement dans lequel il se trouve, et prend conscience que finalement, quelque part, ça n'a pas de sens, y compris à l'égard de son propre enfant. Et donc ça ouvre. En l'occurrence, quand j'ai assisté à un moment qui était très fort, comme ça, où je voyais que ça ouvrait quelque chose, mais je pense que ça l'ouvrait parce que justement, il avait en face quelqu'un qui avait vécu la même chose, quelque chose de comparable, et que donc du coup, ça devenait plus écoutable. Mais sinon, c'était et l'autre personne était dans un état enfin, c'était quelqu'un qui donnait vraiment envie d'avancer dans la vie, parce que qui montrait très bien comment avoir pardonné l'avait libéré, lui avait permis d'avancer, et qui n'avait aucune forme de regret, ou se demandait jamais est-ce que j'ai bien fait. Non, et elle était en accord avec elle-même. C'était une maman. Au fond, pour vivre pleinement avec tout ce qu'est l'existence, y compris les tragédies parfois les plus atroces, le pardon est nécessaire. C'est-à-dire que c'est comme je le dis, c'est vraiment une libération extraordinaire, mais il faut le vivre voilà, c'est quelque chose qu'il faut vivre, et comme je le disais, ça demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de temps, parce qu'il faut vraiment avoir grandi pour décadrer, regarder les choses telles qu'elles se sont passées, avoir une réflexion qui prend en compte beaucoup de paramètres, comme le fait que voilà, le passé est le passé, que ce qui s'est produit maintenant et les gens qui ont fait que ces choses sont arrivées ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Enfin, c'est beaucoup de comprendre comment les choses sont arrivées, donc sans les justifier bien sûr, hein, mais comprendre comment les choses sont arrivées. Ça demande beaucoup de temps, mais effectivement c'est ensuite beaucoup d'apaisement, et du coup vivre tout simplement, puisqu'avant on reste bloqué quelque part, donc on n'avance plus, et donc on reste à tourner en rond. Alors dans le livre, c'est pas des situations aussi, c'est pas ce que je viens de décrire, hein, c'est pas des situations aussi dramatiques. Enfin il y a quand même des moments très durs, enfin il y a quand même des épreuves. Mais par exemple, pardonner à un parent de pas nous avoir assez aimés, ou pardonner, oui, ce sont des choses qui vraiment peuvent nous permettre de vivre en fait. Alors qu'avant, on vivait en faisant avec, donc on vivait pas vraiment. Une autre question ? Ou une autre remarque ?
Il me semble que ce livre pourrait être adapté au cinéma. Vous y pensez déjà? Moi, j'attends que j'aimerais bien, parce que je trouve que, j'aimerais voir ces personnages s'incarner. En fait, pour moi, ils sont vivants. Je les aime, donc j'aimerais les voir s'incarner. Oui, les voir à l'écran. Mais bon, là, comme le livre vient de sortir, c'est trop tôt pour dire. Bon, l'Atelier des miracles, donc le précédent, est en développement pour le cinéma. Mais celui-ci, c'est encore trop tôt pour savoir si un cinéaste, un producteur aura envie de porter cette histoire à l'écran. Je pense qu'on va être nombreux à avoir envie de faire un bout de route supplémentaire avec ces personnages. Merci beaucoup, Valérie. Merci à vous tous.